Tu n'expérimentes pas la réalité telle qu'elle est. Tu expérimentes la réalité telle que tu l'aperçois. Et cette perception n'est pas neutre. Elle est filtrée, organisée, interprétée par ton système nerveux, par tes croyances dominantes, par le climat émotionnel que tu maintiens le plus souvent. Autrement dit, tu ne regardes jamais le monde depuis un point vide. Tu le regardes depuis une fréquence, un état interne mesurable dans ton corps, une combinaison précise de pensées récurrentes, d'émotions familières, de tensions ou d'ouvertures physiologiques et de significations automatiques. Ton cerveau sélectionne les informations qui confirment cet état. Ton système nerveux réagit en cohérence avec lui. Et tes comportements s'alignent naturellement sur cette lecture du monde. Puis la vie te renvoie une expérience compatible avec ce signal. Il existe 7 niveaux de fréquence depuis lesquels un être humain peut observer et créer sa réalité. 7 manières fondamentales de se positionner face à la vie. 7 filtres à travers lesquels le monde prend forme. Mais il y a une confusion que je tiens à dissoudre tout de suite. Il n'est pas question ici de hiérarchie morale ou spirituelle. Ces fréquences ne sont pas les marches d'un escalier que tu dois t'astreindre de gravir à tout prix. Ce ne sont pas non plus des étiquettes figées. Ce sont des états dynamiques. Et tu peux osciller entre elles selon les périodes et les domaines de ta vie. Tu peux par exemple observer ta vie amoureuse depuis une fréquence élevée et ton rapport à l'argent depuis l'une des plus basses. C'est la nature du champ fréquentiel humain. Nous sommes tous des êtres à fréquences multiples qui oscillent entre différents états selon les domaines de notre vie, selon les moments, selon les contextes. Mais il faut comprendre que l'écrasante majorité des êtres humains oscillent la plupart du temps entre ces 3 fréquences. Ce sont des fréquences de 3D. Le jour où tu reconnais la fréquence, tu récupères ton pouvoir de réalignement. Et c'est à cet instant précis que la réalité commence à se réorganiser en ta faveur sans effort. Ce que je vais te donner dans les prochaines minutes n'est pas une hiérarchie. C'est une cartographie de ces 7 fréquences, de ce qu'elles créent comme réalité, de ce qui nous y maintient et de ce qui amorce le passage vers une fréquence plus haute. Parce que ce que tu peux voir clairement dans ta propre conscience, tu peux choisir de le recalibrer. La question n'est jamais « à quel niveau suis-je ?» La question est toujours « depuis quelle fréquence est-ce que j'observe ce domaine de ma vie en ce moment ?» C'est cette question qui te rend le pouvoir. Parce qu'une fréquence que tu peux identifier est une fréquence que tu peux transformer. La première fréquence est celle du martyr. L'observateur en fréquence martyr ne se voit pas comme le créateur de sa réalité. Il se voit comme son destinataire. Et cette perception n'est pas une faiblesse morale, c'est un programme de survie. Le cerveau humain, dans son architecture la plus primitive, est câblé pour détecter la menace extérieure et en chercher la source dehors. La fréquence martyr, c'est ce programme de survie élevé au rang de vision du monde. Dans cette fréquence, tu n'es pas la source, tu es le réceptacle. La vie est la cause, tu es l'effet. Et c'est exactement pour ça que cette fréquence fatigue autant. Parce qu'elle te place dans une réalité où ton pouvoir est toujours ailleurs. Cette fréquence se maintient par 2 piliers très précis, 2 mécanismes qui se nourrissent entre eux et qui, à force de répétition, fabriquent une prison intérieure qui paraît solide alors qu'elle est faite de perception. Le premier pilier est le blâme. Le mental en fréquence martyr est un narrateur brillant. Il écrit des scénarios où il joue le rôle de l'innocent lésé. Il y a toujours un responsable externe, un ex toxique, un patron injuste, un système, une époque, une fatalité. Et oui, parfois, ces facteurs existent vraiment. Ce mécanisme semble protecteur, mais il opère en réalité un transfert de pouvoir radical. Parce que chaque fois que tu places la cause principale de ton expérience à l'extérieur, tu places aussi la solution à l'extérieur. Et tu te retrouves dans une attente invisible. Attendre que la vie change, attendre que les autres deviennent différents, attendre que le monde soit enfin favorable. C'est comme être enfermé dans une cellule en espérant que le geôlier, celui que tu accuses, finisse par t'ouvrir. Tu peux avoir raison sur les faits et pourtant perdre ton pouvoir. Le deuxième pilier est la plainte. Et ce point est crucial parce que la plainte n'est pas une simple description d'une réalité négative. C'est un rituel vibratoire. C'est une affirmation. Chaque phrase prononcée depuis cette fréquence
est une instruction envoyée simultanément au système nerveux et au champ quantique. C'est impossible est un décret qui ferme la porte à toute solution créative. Ça ne marchera jamais pour moi est une prophétie que le subconscient s'empressera de réaliser. Je n'ai pas les mêmes chances que les autres est un signal que le champ reçoit et auquel il répond par résonance. À force de répétition, ces phrases ne décrivent plus la réalité. Elles la construisent. Au niveau neurologique, la plainte chronique est un acte de neuroplasticité destructrice. Tu entraînes ton cerveau à détecter les problèmes, à ignorer les solutions, à devenir un athlète de la négativité. L'émotion dominante de la fréquence martyre est l'apathie. Ce sentiment sourd que rien de ce qu'on fait ne change vraiment quoi que ce soit, que les dés sont pipés avant même qu'on joue, que l'effort est vain. C'est la conséquence naturelle de croire que le pouvoir est dehors. Si tu ne peux rien faire, la réponse la plus logique est de ne rien faire. Sous l'apathie, il y a souvent le ressentiment. Une amertume froide, une tension qui s'accumule quand on croit que le monde nous doit quelque chose et refuse de payer. Le ressentiment maintient une énergie, mais c'est une énergie qui ronge, parce qu'elle garde ton système nerveux en état de lutte sans issue. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent jamais sur cette fréquence. Elle a un bénéfice caché, un gain secondaire tellement puissant que le mental s'y accroche même quand il souffre. Ce bénéfice, c'est l'innocence. Si la cause est dehors, je n'ai pas à regarder dedans. Je n'ai pas à remettre en question mes choix, mes patterns, mes croyances. Je n'ai pas à porter le poids de ma propre responsabilité. La fréquence martyre est un alibi confortable. Et la peur de perdre cet alibi, la peur de découvrir qu'on a contribué à ce qu'on vit, est souvent plus grande que la souffrance de la cellule elle-même. Voilà pourquoi la fréquence martyre peut être inconfortable et confortable en même temps. La cellule fait mal, mais elle protège d'un vertige, le pouvoir de la responsabilité. Mais alors, qu'est-ce qui crée le déclic? Qu'est-ce qui fait craquer la prison? La plupart du temps, ce n'est pas une technique. C'est simplement un moment où la douleur du statu quo devient plus grande que la peur de changer. Et là, une question apparaît. Pas une accusation, mais une ouverture sur une nouvelle perception. Et si une partie de ce que je vis venait de moi? Je veux que tu sentes la nuance. Ce n'est pas « c'est ta faute », c'est « dans quelle mesure ai-je contribué à créer, à tolérer, à nourrir, à maintenir cette situation ?» Parce que trouver ta contribution, même minuscule, c'est trouver ton levier. Le seul endroit du système où tu as vraiment une prise. Et c'est ça la première bascule vibratoire. Tu passes de l'effet à la cause. Et c'est le premier pas hors de la fréquence la plus dense. Voici une expérience à faire. Ce soir, prends une seule plainte récurrente, une seule. Écris-la exactement comme tu l'as dit dans ta tête. Puis ajoute ceci. Où est mon pouvoir dans cette situation? Et laisse venir. Peut-être une limite à poser, une conversation à avoir, une croyance à faire grandir. Pas pour forcer l'évolution, mais parce que la clé, c'est la conscience du grand pouvoir de la responsabilité. La deuxième fréquence est celle du guerrier. Le passage de la fréquence du martyr à celle du guerrier est l'un des basculements les plus importants qu'un être humain puisse vivre. Parce que quelque chose de fondamental s'inverse. L'observateur cesse d'être la cause. Il devient l'effet. Depuis cette fréquence, le monde n'est plus un chaos aléatoire et injuste. Il devient un champ de bataille. Un terrain stratégique plein d'obstacles à vaincre et d'objectifs à conquérir. C'est une révolution intérieure. Et elle libère une énergie que la fréquence martyre ne connaissait pas, la volonté. Le guerrier découvre qu'à travers la discipline et l'effort soutenu, il peut imposer sa direction sur la matière. Il apprend à dire non à la gratification immédiate pour dire oui à l'objectif à long terme. À affronter la peur du rejet pour honorer ce qu'il pense juste pour lui. Il maîtrise ses impulsions. Il dépasse l'inconfort. Il construit le muscle de la persévérance. Le monde de la 3D récompense cette fréquence. C'est la fréquence du héros dans notre culture. Son émotion dominante est l'ambition. Ce feu du désir de croître, de prouver, de mériter. Une énergie proactive qui sort de la passivité et lance dans l'action.
Mais l'émotion caractéristique de cette fréquence est la frustration. Quand le monde résiste, quand un obstacle se dresse, le guerrier ne se lamente pas comme le martyr. Il s'enflamme et il l'utilise comme carburant pour redoubler d'efforts, pour attaquer le problème avec plus de force. Le paradoxe, cette même frustration qui le propulse finit par l'épuiser. Parce qu'elle maintient le système nerveux en activation sympathique chronique. Combat permanent. Cortisol et adrénaline comme mode de vie. Et c'est précisément là que se révèle le piège de cette fréquence. Depuis le point de vue du martyr, le guerrier semble vivre dans un palais. Mais ce palais est en réalité une prison dorée dont les barreaux sont faits de la conviction que la seule façon de créer est par l'effort, la tension et le contrôle. Le guerrier ne connaît pas le repos authentique. Sa paix est toujours conditionnelle à sa réussite. Plus insidieux encore, son identité est entièrement fusionnée avec ses performances. S'il gagne, c'est un gagnant. S'il perd, c'est un perdant. Sa valeur n'est pas intrinsèque, elle est le reflet direct de ses résultats externes. Ce qui crée une pression constante à prouver. Et au niveau du champ quantique, cette pression émet un signal très précis. Je ne suis pas encore assez. Un signal auquel le champ répond fidèlement, en générant toujours plus de situations où il faut se prouver encore. La fissure dans l'armure du guerrier arrive souvent au sommet. Après des années d'efforts héroïques, il atteint enfin l'objectif qu'il s'était fixé. Et dans l'instant qui suit la victoire, quelque chose d'inattendu se produit. Le vide. La paix promise n'est pas là. Le paysage intérieur est identique à ce qu'il était avant. Et il se retrouve face à la question la plus terrifiante. Si ce n'était pas ça la réponse, qu'est-ce que c'est? Parfois c'est le corps qui dit stop avant. Le burn-out. L'effondrement physique. La vie qui force l'arrêt que le guerrier refusait de prendre. Dans les deux cas, c'est la même invitation. Poser les armes. La transition hors de cette fréquence ne demande pas d'abandonner la discipline ou l'ambition. Elle demande de changer la source depuis laquelle elles opèrent. La question de recalibrage est celle-ci. Est-ce que je fais cela parce que ça m'inspire ou pour la reconnaissance et la valorisation extérieure? La troisième fréquence est celle du performeur. Depuis cette fréquence, le monde n'est plus un champ de bataille à conquérir par la force brute. On prend conscience que c'est un système, un ensemble de lois, de leviers et de mécanismes que l'on peut comprendre et orchestrer pour produire des résultats précis. Le performeur est un stratège et architecte. C'est le passage de la force à l'intelligence, de la réaction à la création délibérée. Et depuis cette fréquence, l'observateur commence à entrevoir quelque chose que les deux fréquences précédentes ne pouvaient pas voir. Que la réalité externe est malléable et qu'elle peut être façonnée avec précision. Le performeur opère sur 3 piliers. Le premier est la puissance de l'objectif. Il découvre que le subconscient est un mécanisme télécommandé. Sans cible claire, l'énergie se disperse. Avec une cible précise, elle se concentre en rayons laser. Il apprend l'art et la science de se fixer des objectifs spécifiques. Il transforme les rêves vagues du martyr et les ambitions brutes du guerrier en plans d'action détaillés. Le deuxième pilier est la maîtrise du temps et de la productivité. Le performeur comprend que le temps est sa ressource la plus précieuse et devient obsédé par son optimisation. Contrairement au guerrier qui croit que la seule solution est de travailler plus, le performeur cherche à travailler mieux. Son temps est calibré, ses actions sont sélectionnées et ses résultats sont mesurés. Le troisième pilier est la validation externe. Son identité est entièrement fusionnée avec sa performance. Le titre sur la carte de visite, la taille du compte en banque, les likes sur les réseaux, l'admiration dans les yeux des autres. Ces signaux extérieurs ne sont pas de la vanité superficielle. Ils sont le carburant d'un moteur qui tourne depuis une blessure fondamentale, la croyance inconsciente de ne pas être assez en soi. La fréquence performeur est le moteur d'une grande partie du progrès de notre civilisation. Les CEO qui bâtissent des entreprises qui emploient des milliers de personnes opèrent depuis cette fréquence.
les scientifiques qui font avancer la recherche, les artistes qui atteignent l'excellence technique, les personnes qui construisent des systèmes. Le performeur a appris à jouer le jeu du monde matériel et à le gagner. Il crée de la richesse réelle, de la liberté réelle, de l'impact réel. Depuis l'impuissance du martyr ou le champ de bataille du guerrier, le performeur passe pour un privilégié. Mais le performeur vit dans une tension permanente entre deux pôles. D'un côté, le drive, cette énergie focalisée, cette satisfaction de cocher les cases, d'avancer vers l'objectif, de voir les résultats se matérialiser. De l'autre, un vide intérieur subtil mais persistant. Le piège du « quand j'aurai atteint X ou Y, alors je serai heureux », mais qui se déplace à chaque fois qu'on atteint X. Le bonheur est toujours conditionnel, toujours dans le prochain sommet. Le performeur est un expert pour paraître comblé, tout en ressentant une insatisfaction chronique qu'il préfère ne pas regarder en face. Alors il accélère. Il se fixe un nouvel objectif. Il se remet en mouvement pour éviter sa peur du vide. Il est comme piégé dans le système de récompense où l'approbation sociale équivaut à un shoot de dopamine. Chaque validation devient une microdose de sécurité. Chaque compliment apaise temporairement l'angoisse de ne pas être assez. Mais comme toute récompense externe, l'effet est transitoire. Il faut recommencer, produire encore, briller encore, réussir encore. Le bénéfice caché de cette fréquence est évident. Elle donne du pouvoir social. Elle ouvre des portes. Elle crée de l'admiration. Elle protège de la sensation d'inutilité. Elle construit une identité solide en apparence. Mais cette solidité dépend d'un flux constant d'approbation. La sortie de la fréquence performeur ne consiste pas à renoncer à l'excellence. Elle consiste à ne plus l'utiliser comme condition d'existence. À partir de là, l'action cesse d'être une stratégie identitaire. Elle devient une extension naturelle de l'être. La bascule consiste à passer de la performance à l'expression authentique de soi. Laisser les résultats devenir une conséquence de qui on est, pas une preuve. Ici, la question de recalibrage est « Qui suis-je lorsque personne ne regarde et qu'est-ce que je veux vraiment ?» La quatrième fréquence est celle de l'explorateur. C'est le grand pivot. Le moment où quelque chose de fondamental s'inverse dans la direction du regard. Pendant 3 fréquences, l'observateur regardait vers l'extérieur, vers les responsables, vers les obstacles, vers les résultats. Ici, pour la première fois, il se retourne et commence à regarder vers l'intérieur. Il découvre que la réalité est le miroir de son état intérieur. Cette révélation est le seuil qui sépare les 3 premières fréquences des 4 suivantes. Avant ce seuil, on essaie de changer le monde. Après ce seuil, on comprend que changer sa fréquence est la première étape pour changer le monde. C'est souvent ici que la spiritualité et les neurosciences entrent dans sa vie. Il découvre que ses pensées influencent son état interne, que son système nerveux colore sa perception, que ses croyances filtrent l'expérience. Il commence à observer et à expérimenter. Au lieu d'être totalement identifié à ses réactions, il crée une distance. Il devient conscient de ses automatismes. Il reconnaît ses schémas répétitifs et comprend que son attention sélectionne certaines informations et en ignore d'autres. D'un point de vue neuroscientifique, cela correspond à une augmentation de la métacognition, la capacité d'observer ses propres pensées et de réguler ses émotions. Le système nerveux commence à connaître des moments de régulation plus stables. Mais l'explorateur peut devenir dépendant de la compréhension. Il accumule des concepts, il collectionne des outils, il enchaîne les formations, les livres, les vidéos. Il analyse ses traumas, ses croyances, ses mécanismes. Il peut expliquer parfaitement pourquoi il répète certains schémas. Pourtant, dans la réalité concrète, les résultats changent peu. Pourquoi ? Parce que comprendre n'est pas encore incarné. La connaissance peut devenir une zone de confort. On dissèque la peur au lieu de la traverser. On conceptualise l'abondance au lieu d'ouvrir réellement l'espace pour qu'elle circule. On parle d'alignement, mais on reste dans la tête. Le bénéfice caché de cette fréquence,
c'est la sécurité intellectuelle. Comprendre donne l'illusion de maîtrise. Savoir rassure. On se sent en progression constante, même si l'expérience tangible ne suit pas toujours. La fissure apparaît quand la personne réalise qu'elle sait beaucoup, mais qu'elle n'est pas encore devenue ce qu'elle sait. Elle peut expliquer la manifestation, la plasticité neuronale, la cohérence cardiaque. Mais face à un rejet ou à un échec, le corps réagit encore comme avant. Et là, une prise de conscience surgit. La transformation ne se joue pas seulement dans la tête, mais dans le corps. La bascule vibratoire de la fréquence explorateur vers la suivante consiste à cesser de vouloir tout comprendre avant d'oser incarner, à accepter qu'une part du processus ne passe pas par l'analyse, mais par l'expérience directe. La sortie de la fréquence explorateur ne signifie pas abandonner la connaissance. Elle signifie la digérer, la laisser descendre du mental vers le corps, transformer le savoir en fréquence stable. Et lorsque la compréhension devient présence, une nouvelle fréquence émerge. Une fréquence où l'on ne cherche plus seulement à comprendre la réalité, mais à collaborer consciemment avec elle. La 5e fréquence est celle du co-créateur. À ce niveau, l'observateur ne cherche plus à prouver, ni à accumuler des réponses. Il commence à intégrer une vérité beaucoup plus subtile. Le mot central de cette fréquence est le lâcher-prise. Un lâcher-prise actif et conscient. La reconnaissance que tu n'es pas la source de l'action, mais son canal. Que l'intelligence du champ quantique est infiniment plus vaste que celle de ton mental planificateur. Et que ton rôle n'est pas de contrôler le flux, mais de te rendre suffisamment conducteur pour qu'il passe à travers toi sans résistance. Là où le performeur analysait les pour et les contre avec son mental, le co-créateur consulte son corps. Il maîtrise de plus en plus ce sens souvent relégué au second plan, son intuition. Cela correspond à une régulation beaucoup plus stable du système nerveux. Les réactions automatiques existent encore, mais elles sont détectées plus rapidement. Le cerveau ne fonctionne plus uniquement en prédiction basée sur le passé. Il devient capable de choisir consciemment une nouvelle orientation attentionnelle. Et ce choix répété modifie progressivement les circuits internes. Et les synchronicités, qui étaient des apparitions occasionnelles aux fréquences précédentes, deviennent ici la norme. Les solutions qui émergent de nulle part juste après qu'on a lâché le problème. Ce n'est pas de la chance, c'est le champ qui répond à un signal de conductivité maximale. L'atmosphère de cette fréquence est une confiance tranquille, une sérénité stable qui ne dépend pas des circonstances. L'anxiété pour le futur se dissout parce que tu fais confiance au flot. Le regret pour le passé s'estompe parce que tu comprends que chaque méandre était nécessaire. La vie cesse d'être une série de problèmes à résoudre pour devenir une aventure à traverser avec curiosité. Le piège de cette fréquence est l'un des plus courants sur le chemin spirituel. C'est la confusion entre le lâcher-prise authentique et la passivité. Certains finissent par se perdre dans l'inaction. Mais le lâcher-prise n'est pas l'absence d'action. C'est l'action juste et inspirée, avec la bonne énergie et sans attachement à un quelconque résultat. La fréquence 6 est celle de l'unité. Depuis le début de ce voyage, un postulat implicite sous-tendait toutes les fréquences précédentes. L'idée qu'il existe un moi séparé qui observe, qui agit, qui navigue, qui s'aligne, commence à se fissurer. Pas comme idée philosophique, mais comme une expérience directe. L'observateur commence à percevoir que la frontière entre lui et le champ qu'il observe n'était finalement pas aussi solide qu'il le croyait, et qu'il est en réalité une vague qui vient de réaliser qu'elle est l'océan. La physique quantique a décrit quelque chose de similaire. À l'échelle la plus fondamentale, la séparation n'existe pas. L'intrication quantique démontre que deux particules ayant partagé une interaction restent corrélées instantanément, quelle que soit la distance qui les sépare. Mesurer l'une affecte l'autre immédiatement, à l'autre bout de l'univers. Einstein appelait ça l'action fantôme à distance, parce qu'elle enfreignait sa conception d'un espace-temps séparé. Ce phénomène physique est vécu quotidiennement dans la fréquence de l'unité. Tout ce qui a partagé une interaction un jour est connecté pour toujours. Et tout, dans un univers né d'un seul point de densité infinie, a partagé une interaction originelle. Tu n'es pas un organisme isolé naviguant dans un environnement séparé.
Tu es un nœud temporaire dans un réseau vivant continu. L'air que tu expires est la nourriture des plantes. L'oxygène que les plantes libèrent est ta prochaine respiration. Il n'y a pas de frontière réelle entre toi et l'atmosphère. Tu es un processus que la biosphère s'est donné à elle-même pour s'observer et se transformer. L'atmosphère de cette fréquence est difficile à décrire avec précision parce qu'elle excède le vocabulaire émotionnel ordinaire. C'est quelque chose qui ressemble à un retour à la maison dans un foyer que l'on ignorait avoir quitté. La solitude se dissout. Non pas parce qu'on est entouré, mais parce que la condition même qui la produisait, la croyance en la séparation, n'existe plus. Et pourtant, même ici, le piège existe. Et il est particulièrement insidieux parce qu'il est tissé de lumière. L'ego spirituel s'empare de l'expérience de l'unité et en fait un nouveau trophée. Le langage hiérarchique est sa signature, parce que la vraie unité ne produit pas d'ascendance sur l'autre. Une autre forme du même piège est d'utiliser les vérités absolues de l'unité pour éviter les responsabilités relatives à l'incarnation humaine. L'adage « tout est parfait » est utilisé pour ne pas agir sur ce qui pourrait être transformé. La fréquence 7 est celle de la conscience pure. Nous sommes arrivés au bout du voyage, ou plutôt au début, parce que la fréquence 7 n'est pas une destination qu'on atteint après un long chemin. C'est celle qui a toujours été là, sous toutes les autres fréquences, comme le fond silencieux sur lequel elle se déployait. Le voyage des 7 fréquences n'était pas une ascension vers quelque chose de nouveau. C'était un dépouillement progressif de tout ce qui n'était pas toi. Pour comprendre cette fréquence, il faut d'abord déconstruire ce que tu crois être. Tu n'es pas tes rôles, tu n'es pas ton corps, tu n'es pas tes pensées, tu n'es pas tes émotions. La conscience qui jouait le rôle de l'enfant émerveillé il y a quelques décennies est la même qui joue maintenant le rôle de l'adulte qui écoute ses mots. Quand tout le superflu est retiré, que reste-t-il? La conscience elle-même, pure, sans attribut. Le simple sentiment d'être, le « je suis », avant qu'on y ajoute quoi que ce soit. Cette conscience pure n'est pas un état que tu atteins, c'est ce que tu es. La différence est cruciale. Chercher à atteindre cet état implique encore un chercheur séparé de ce qu'il cherche. Mais comme tu es déjà cette conscience, ce n'est rien de plus qu'une reconnaissance. Un retour à ce qui a toujours été présent pendant tout le voyage. La physique décrit le champ quantique comme un champ de potentialité pure. Avant l'observation, toutes les possibilités coexistent en superposition. C'est l'acte d'observation qui sélectionne une possibilité parmi l'infinité. Or, la conscience pure, le « je suis » sans attribut, est précisément cela. Un champ de potentialité pure. Non pas une chose parmi d'autres choses, mais l'espace dans lequel toutes les choses sont possibles. Les émotions continuent d'apparaître, la tristesse, la joie, la colère, l'émerveillement. Mais elles n'ont plus d'impact. Le ciel reste le ciel, qu'il y ait un orage ou un coucher de soleil. Ce qui caractérise cette fréquence n'est pas une émotion mais une présence. Une qualité d'attention qui est à la fois totalement vivante et totalement silencieuse. Le piège de cette fréquence est de vouloir maintenir l'expérience de la conscience pure en permanence, de s'attacher au moment d'éveil et de souffrir quand on revient à une identification plus ordinaire. Mais cette quête de permanence est encore une activité de l'ego. La conscience pure n'est pas un état que l'on peut posséder ou perdre. Le sage qui visite cette fréquence ne cherche pas à rester dans un état particulier. Il sait qu'il y reviendra quand le moment sera juste. Mais voici la révélation finale. Le but n'a jamais été d'atteindre la dernière fréquence. Le secret est qu'elles existent déjà en nous, ici et maintenant. La maîtrise ne consiste pas à vivre en permanence au sommet, mais à apprendre à visiter chaque fréquence à volonté, en choisissant consciemment depuis laquelle opérer à chaque instant. Il s'agit de savoir quand utiliser la discipline du guerrier, la stratégie du performeur et le lâcher-prise du co-créateur. Il s'agit d'intégrer toutes les parts de notre être dans un ensemble harmonieux. Ne cherche pas la fin du chemin, tombe amoureux du chemin, car l'expansion de la conscience est le jeu infini que l'univers joue avec lui-même. Et tu es le joueur. Merci de m'avoir écouté.